Cette semaine, dans Series, retour sur une série culte des années 2000, Alias. Nous enquêterons sur le choc Homeland. Nous épierons des espions russes avec The Americans. On surveillera le moindre fait et geste du bureau des légendes et on passera l'année avec les espions de Year of Spies. Pour que les séries d'espionnage n'aient plus aucun secret pour vous, je serai votre espion, Pierre Langlais de Télérama, notre témoin, et le tout sous la direction de Renaud, notre tipeur, qui a choisi ce thème pour aujourd'hui. Bienvenue dans Series. Renaud a décidé de nous renvoyer au début du XXIe siècle avec Alias. Dans cette série, J.J. Abrams, déjà présent à l'époque sur le marché des séries, nous plonge dans la vie de Sydney Bristow, une jeune étudiante recrutée par le SD6, une supposée branche de la CIA. L'imprudente Sydney dévoile l'existence de son nouveau travail ultra secret à son petit ami qui se fait aussitôt assassiner par le patron du SD6. Il n'en faut pas plus à la jeune femme pour comprendre qu'elle travaille finalement pour l'ennemi qu'elle pensait combattre et décide de s'associer à la véritable CIA. Elle devient alors agent double. La vraie force de la série, c'est son personnage principal, Sydney, joué par Jennifer Garner, qui a d'ailleurs reçu un Golden Globe pour l'interprétation de cette jeune femme forte, intelligente et surtout hyper sexy. Alias, c'était une cousine de James Bond qui avait une hyper intelligence, une hyper capacité physique et un hyper sex appeal. Et quand elle se déguise, en général, elle se déguise pas en pingouin ou en mascotte d'équipe de baseball. Elle se déguise avec des robes incroyables, avec des trucs hyper sexy et ça fait partie du personnage. Et d'ailleurs, c'est une de ses armes, son charme. Comme Buffy contre les vampires, la série est surtout une métaphore du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y avait toute une part d'intimité qu'on a retrouvée d'ailleurs dans un genre proche mais une tonalité très différente dans Chuck, qui était de savoir comment cette fille-là va réussir à mener une vie à peu près normale et en même temps beaucoup d'action, beaucoup de suspense, et donc notre plaisir c'était d'intimement être lié à ce personnage-là. On vous suggère particulièrement la saison 2 dans laquelle le combat entre Sydney et sa meilleure amie conduit au meilleur cliffhanger de la série. Et ça, c'est de la bombe bonne. Dix ans après Alias, une série va bouleverser le genre des séries d'espionnage, c'est Homeland. Nicolas Brody, un soldat américain, revient dans son pays natal après avoir été otage des djihadistes. Voilà la bonne nouvelle. Sauf que... tout le monde est super content de le revoir, sauf Carrie Mathison, qui est agent à la CIA et qui est bipolaire, qui est extrêmement paranoïaque, qui se reproche plein de choses par rapport au 11 septembre, et qui va, elle, se dire quand même c'est bizarre ce mec, comment il a fait pour être libéré, comme ça, il y a quelque chose de louche. Loin de l'image policée et fantasmée à la James Bond, la série qui baigne dans une ambiance paranoïaque post-11 septembre est dans sa première saison un face-à-face intense entre deux agents qui perdent peu à peu pied dans la société qui les entoure. Homeland, sans être un film noir, renvoie plutôt à un cinéma des années 60-70, au ciné Lumet, à ce genre de film-là. Ce coup de force, c'était d'arriver à nous faire passer Brody pour quelqu'un pour lequel on tremblait. Or qu'on comprend assez rapidement, en tout cas après une saison, qu'il est passé du mauvais côté de la barrière. La saison 1, on est toujours mal. Mais si la série est si troublante, c'est en grande partie grâce à l'interprétation impressionnante de Claire Danes qui incarne Carrie Mathison. Claire Danes, elle mérite les prix qu'elle a eus, elle est flippante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dit, en fait, elle est dangereuse. Carrie Mathison est en fait la version pervertie maximale de Jack Bauer. C'est-à-dire Jack Bauer qui aurait pété un câble, parce que Jack Bauer, il sait ce qu'il fait, il n'a aucun doute. Carrie Mathison, elle est en permanence dans la remise en cause, dans le doute, dans la peur d'elle-même et de ce qu'elle peut faire et de son pays. Sa maladie aussi incarne cette sorte d'instabilité. La prochaine saison de Homeland, la 6e, sera diffusée en janvier 2017 sur Showtime, puis en France sur Canal+. Monsieur, je peux partir s'il vous plaît? Des séries en pleine guerre froide, il n'y en a pas beaucoup. Des séries en pleine guerre froide avec le point de vue des Russes, c'est encore plus rare et c'est bien la force de The Americans. Les Jennings, Philippe et Carrie, forment un couple d'Américains moyens. Ils ont 2 enfants, ils sont gérants d'une agence de voyage, ils sont bien sous tout rapport. Sauf que ce sont des espions russes envoyés par le KGB en infiltration pour réaliser de dangereuses missions. On va suivre leur tourment personnel, ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre parce que leur mariage a été organisé. Tout ça est une façade. Comment ils éduquent leurs enfants, qui eux sont des Américains qui ignorent tout de l'origine de leurs parents. Et comment finalement, oui ou non, ils vont rester fidèles à l'URSS ou ils vont être tentés d'aller voir ailleurs. Une des forces de cette série, qui en a beaucoup, c'est de finalement nous faire comprendre, comme disait Sting, que les Russes aiment leurs enfants aussi, et que cette histoire qu'on nous raconte est complètement universelle. Peu importe presque
qu'ils soient soviétiques. L'idée, c'est de mettre en danger des personnages ambigus, complexes, et de mettre en danger leur amour, de tester leurs relations, de voir comment élever nos enfants dans un monde violent. Tout ça, c'est universel. Évidemment, il y a un côté métaphorique. Quelle part d'intimité je dois conserver dans mon couple? Qu'est-ce qui se passe quand ma fille atteint l'âge adulte et commence à comprendre les choses? Les créateurs de la série ont dit tout de suite, c'est pas une série d'espionnage, c'est une série sur le mariage. L'autre force de la série, c'est le traitement des Russes comme des personnages à part entière et non comme des caricatures de méchants bas de plafond qu'on retrouve souvent dans les autres fictions américaines. Aussi bien les Jenkins que les gens des services secrets croient dur comme fer à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment foi en l'idéal socialiste et communiste. Ils pensent notre vision politique est la bonne et on va la défendre. Et je crois pouvoir dire que, mis à part quelques cyniques et quelques dictateurs, il y a eu dans ces systèmes-là des gens qui croyaient dur comme fer à cet idéal-là. La 4e saison a été diffusée sur FX juste avant l'été et en France, elle est disponible à la fois sur Canal+ et sur Netflix. Quittons une bonne fois pour toutes la CIA pour une série française création originale Canal+, Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes est très fidèle à la réalité en nous plongeant au cœur de la DGSE, qui contrôle à distance les clandestins. Les clandestins, ce sont ces agents infiltrés à l'étranger sous une fausse identité appelée légende. Et la série commence au moment où l'un d'entre eux, Guillaume de Bailly, dit Malotru, revient de sa mission clandestine de 6 ans à Damas. Normalement, quand on rentre à Paris, on s'en débarrasse de sa légende. Et lui, il va pas l'acheter. Il va la garder parce que ça va être nécessaire pour lui pour conserver ce contact avec cette femme qu'il a rencontrée là-bas et dont il est éperdument amoureux. Et en faisant ce choix-là, on va le comprendre au fur et à mesure, il va foutre en l'air sa carrière ou en tout cas dangereusement la compromettre. C'est une série qui est dans le détail, qui nous montre les réunions, les débriefings. Et la mission que s'est fixée Éric Rochant, c'est de rendre la chose fascinante. Pour moi, il a fallu un temps. C'est-à-dire qu'au début, je disais quand même, bon, ok, bravo, belle prise de risque, mais on s'ennuie quand même. Et là où la saison 2 est complètement réussie, c'est qu'ils ont gardé cette base, qui posait les personnages, qui nous faisait comprendre leurs tensions psychologiques, affectives, et elle les rebalance dans l'action. C'est-à-dire qu'un personnage principal, qui est le personnage de Marine, est envoyé, elle, sur le terrain, en danger extrême, et le récit va faire un balayage entre son action sur le terrain et la vie à Paris, la vie de bureau, si j'ose dire, et évidemment l'engrenage qui s'accélère autour du personnage de Malotru qui est joué par Kassovitz. Et tout ça va finir par se rejoindre dans une forme de climax qui pour moi était vraiment du niveau des meilleurs épisodes d'Homeland, et avec en plus le doigt sur une vraie question de société qui est le retour ou le départ de jeunes gens qui vont aller en Syrie ou ailleurs faire le djihad. Au milieu d'un casting convaincant, Mathieu Kassovitz livre une prestation haut de gamme, tout en nuances et pourtant tout en retenue. On voit le personnage se fracturer. Avec un arrêt sur image sur la tête de Kassovitz, c'est pas évident, mais sur la subtilité du détail, le regard du téléspectateur commence à se dire « Oh là là, en fait, il craque ». Mais Dieu merci, il ne nous fait pas une Carrie Mathison. D'un coup, il ne va pas rompre et avoir cette dualité qui est le côté dure une minute, complètement effondré le suivant. Lui, au contraire, est toujours avec ce masque qui est aussi la raison de sa survie. Jamais je ne trahirai mon pays. Alors j'ai peur pour toi, Nadia. On est très impatient de découvrir la 3e saison du Bureau des légendes sur Canal+. On termine avec une web-série d'espionnage réalisée par Chris Stone, Year of Spies, traduisez l'année des espions. Le principe est un peu plus simple, un mois dans l'année égale une mission. Et je peux vous dire que tous les grands événements vont y passer. Prenons par exemple cet espion, qui pour la nuit du Nouvel An, se fait littéralement ligoter et torturer. Comment s'en sortira-t-il? L'épisode de la Saint-Valentin n'a rien de romantique. Une espionne infiltrée dîne avec un homme d'affaires, sa cible. Lorsqu'il reçoit un texto lui indiquant que la jeune femme n'est autre qu'une espionne, un véritable jeu du chat et de la souris va se mettre en place. On pourrait vous parler des autres scénarios tels que cette nuit de surveillance, pas comme les autres, le soir d'Halloween, mais on vous laisse découvrir les différents épisodes. Techniquement, on sent qu'ils y ont mis les moyens, avec une réalisation digne des plus grands films du genre, et les histoires sont tellement bien ficelées qu'il est quasi impossible de déceler qui est le véritable espion, les tromperies et le déroulé de chaque mission. La ligne entre héros et méchants n'a jamais été aussi fine. On passe un très bon moment, mélange de divertissement et de suspense à regarder sans modération et gratuitement sur YouTube. Voilà, la série spéciale espionnage est terminée, mais alors avant de se quitter, plusieurs petites choses. Oui, tout d'abord, c'est possible. Si vous souhaitez participer à cette émission tout comme Renaud, il suffit d'aller sur le site Tipeee. C'est un site participatif et le principe est simple, un don égale une contrepartie.
Et puis 4 grands merci tout d'abord au musée de l'armée de nous avoir accueillis pendant Guerre secrète. C'est une exposition accessible tous les jours jusqu'au 29 janvier 2017. Un grand merci également à Pierre Langlais, journaliste de Télérama, de nous avoir accordé cette interview. Une interview réalisée à l'hôtel d'Aubusson, qu'on remercie également pour leur accueil et leur disponibilité. Sachez que leur établissement, le Café Laurent, vous attend notamment du jeudi au samedi pour siroter les meilleurs cocktails de Paris et surtout en écoutant du jazz. Un vrai bonheur. Et enfin, un grand merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre série. Salut!